Voilà, donc là, je vais déposer des petites électrodes. Ça colle un petit peu. Hein. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Allez. Après, je te laisse, je te tiens plus après. Voilà. Voilà. On met les petits caches sur les oreilles. Alors ça fait des petits claquements. Alors si on s'approche tout près, bon, c'est pas évident d'entendre. Hein, ça fait des petits claquements. Ouais. C'est à 35 décibels. D'accord. Mais lui, comment vous savez si c'est l'appareil c'est un appareil très perfectionné. Ça fait des réflexes. C'est l'appareil qui nous dit si les sons. Ok, d'accord. Ah oui, ouais. Vous allez avoir un enfant ? Eh bien, ce que vous venez de voir vous concerne. Au 2e jour de vie du bébé, on va vous proposer un dépistage de la surdité. Le débat est ouvert depuis plus de 7 ans et depuis avril 2012, c'est fait. Le dépistage est une mesure systématique pour tous les nouveau-nés. La communauté sourde est très inquiète au sujet de cette mesure, car ajouter le dépistage de la surdité aux divers dépistages proposés à la naissance, ça revient à considérer la surdité comme une maladie grave, ce qu'elle n'est pas. C'est ici même que le 30 novembre 2010, les sourds se sont rassemblés pour manifester leur désaccord sur le vote de cette loi. Précoce des enfants, dans le cas d'une maladie grave, évidemment. Mais la surdité n'est pas une maladie mortelle. On est comme ça, on mélange tout. Pourquoi cet interventionnisme de la part des médecins ? Ils disent que les sourds sont malades. Et tu es d'accord avec ça ? Non. Non. Je vous remercie à tous d'être présents ici à Paris. On n'est pas les seuls. Il n'y a pas que des Parisiens ici, il y a également des Toulousains, des Marseillais, des Rennais, des Bordelais. Il n'y a absolument rien qui est prêt pour ensuite donner une langue à l'enfant qu'on aura dépisté et à ses parents. Il faut que tout le monde, toute la société participe à ce débat, qu'on réfléchisse ensemble. Et non pas que les députés prennent des décisions tout seuls après avoir rencontré 2 ou 3 personnes sans concertation. Cette mobilisation n'a pas obtenu grand résultat et les revendications des sourds n'ont pas été bien comprises. Le chemin législatif suivi par cette loi a été pour le moins tortueux. En 2007, le Comité consultatif national d'éthique avait déjà émis un avis défavorable sur la loi concernant le dépistage. Le gouvernement de droite au pouvoir à l'époque travaille sur une proposition de loi qui sera finalement adoptée le 30 novembre 2010. Transmise au Sénat, elle tarde à être votée. La députée Edwige Antier tente alors de faire passer la mesure sous la loi de réforme de l'hôpital. Le Conseil constitutionnel censure cet amendement car il est sans rapport avec le projet de loi. Puis, fin 2011, une nouvelle tentative d'amendement au sein d'une loi sur la sécurité sociale est à nouveau retoquée par le Conseil constitutionnel. Pour finir, entre les 2 tours de l'élection présidentielle, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, prononce un arrêté ministériel. Le dépistage est lancé. Aujourd'hui, cette loi au parcours chaotique est devenue un arrêté. Beaucoup de gens se sont posé des questions sur la méthode employée pour faire voter cette loi. Et surtout, pourquoi une telle urgence ? Y a-t-il eu des pressions, un lobby ou autre chose pour précipiter le vote ? Alors nous n'avons eu aucune pression, nous n'avons pas reçu les
techniciens qui fabriquent des appareils pour la surdité. Nous ne les avons vraiment ni connus ni reçus. Et évidemment, quand un trouble peut requérir une technique, eh bien, c'est aux agences de l'État de veiller à ce que les choses se font dans la déontologie. Pourquoi cet arrêté a-t-il surgi entre les deux tours? C'était surprenant. L'arrêté a été pris par le ministre de la Santé avant qu'il termine son mandat. Il ne voulait pas, plus tard, être responsable de ne pas l'avoir fait. Quand un enfant arrive entre 18 mois et 2 ans parce qu'il a perdu le langage et que la maman dit « mais il ne parle pas », et que là on s'aperçoit qu'il était sourd, là la maman vit vraiment mal la nouvelle. Voilà 18 mois, 2 ans qu'elle croyait que son enfant l'entendait quand elle lui parlait de côté, de derrière, et qu'elle n'avait en fait aucune communication. J'ai moi-même accouché l'année dernière et je n'ai jamais vu ni reçu aucune information concernant le fait qu'on puisse refuser ce dépistage. On ne me l'a jamais dit, on m'a même poussé à le faire. On m'a dit qu'il fallait faire ce dépistage. Il faut, ça veut dire que c'est obligatoire. Il faut. Il est obligatoire aux maternités de le proposer. Mais par contre, les parents, eux, ont le libre choix. Il faudrait former des personnels pour qu'ils aient une attitude plus neutre, qu'ils ne poussent pas les parents à le faire, qu'ils ne les culpabilisent pas, qu'ils ne les infantilisent pas. Parce que moi, on m'a donné le sentiment d'être une mauvaise mère. Tant qu'on n'aura pas mis, pour l'instant, la loi a tout prévu. Le décret a tout prévu. Mais ça ne se fait pas. Donc pour l'instant, les équipes, elles font ce qu'elles peuvent avec du personnel qui n'a pas encore été formé selon les critères de la loi, disant que c'est facultatif. Bonjour. Bonjour, ça va? Un arrêté a été pris en avril dernier, mais avant ça, en 2010, le même texte avait déjà été adopté par l'Assemblée nationale sous forme de loi. Après un parcours chamboulé, c'est devenu un arrêté. Vous en pensez quoi? Moi, ça me met profondément en colère. C'est un vrai déni de démocratie. Où elle est la démocratie dans cette histoire? À quoi ça sert de faire voter une loi ou un texte dans ces conditions? Edwige Antier m'a dit qu'elle avait consulté les associations, rencontré différents partenaires pour pouvoir rédiger un texte qui soit le plus complet possible et qui corresponde à tous. Eh bien, quand on lit le compte-rendu des débats de la Commission des affaires sociales, on s'aperçoit que les propositions autres ont été rejetées. Et si on regarde les différentes versions du projet de loi, on se rend compte qu'il s'agit de copier-coller. Le texte n'a pas évolué et on n'y retrouve pas les avis des personnes consultées. Dans ce texte, dans cet arrêté, on parle de dépistage, d'accompagnement des familles, de l'importance de l'information, des différents modes de communication, dont la langue des signes. Donc c'est bon. En fait, on nous a un peu promenés. Parce que si on se penche sur le texte de loi, qui est aujourd'hui un arrêté, il est surtout axé sur le dépistage. Effectivement, il aborde un peu le reste, mais le texte tourne vraiment autour du dépistage, de façon très précise. Et tout ce qui concerne l'accompagnement, la formation, ça n'apparaît pas. C'était juste pour faire passer la pilule. Il faut continuer à se battre. Il faut interpeller les députés pour qu'ils se mobilisent et relancent le ministère. On n'a pas le choix. Coucou. Bonjour. On te l'a proposé, le dépistage? Oui, mais lui, il ne l'a pas eu, j'ai refusé. Tu l'as refusé? Oui, le médecin n'était pas agréable, du coup, je suis restée sur mes positions jusqu'au bout. C'est ton 3e? Oui, c'est mon 3e, mais on ne l'a pas fait. Bon, je pense qu'il est entendant. Vous êtes toutes les deux des mamans sourdes. Jessica est une maman entendante. Comment ça s'est passé pour vous? Vous pouvez nous raconter? Ça, c'était à la maternité.
On m'a proposé le test de dépistage, donc j'ai accepté. Les résultats n'étaient pas bons. On m'a dit que c'était pas grave, qu'ils allaient repasser le lendemain. Ça arrivait. Le lendemain, ils sont repassés. Les résultats n'étaient toujours pas bons. Donc on m'a dit, ça arrive, ne vous inquiétez pas. On va aller à l'hôpital des enfants, prendre un rendez-vous pour des tests plus poussés. Donc on a pris tous les rendez-vous à l'hôpital, un vendredi. On a fait tous les tests, puis on m'a dit au revoir. Donc j'y suis retournée le lundi pour avoir mes résultats. Et on m'a dit, votre fille est sourde. Voilà. Donc j'avais des rendez-vous à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. Et à chaque fois, le diagnostic changeait. Un coup, elle était sourde profonde, un coup sévère, un coup c'était une oreille, après c'était l'autre. Donc un jour, je leur ai dit stop. Je rentre chez moi avec mon bébé, je fais mon attachement à mon bébé, je reviendrai quand je l'aurai décidé. Waouh! Et quel a été votre sentiment pendant cette période? Comment vous avez vécu le fait d'être sans arrêt sollicité? Ça vous a fait quoi? Au départ, ça m'a fait mal parce que je voyais ma fille uniquement comme une petite fille qui était peut-être sourde. C'est pour ça que j'ai voulu arrêter. J'ai voulu arrêter parce que c'était mon bébé avant d'être quelqu'un de sourd ou d'entendant. Et quand on y est retourné pour ces 2 ans, à la fin de la journée d'examen, le médecin était déjà reparti dans son cabinet extérieur à l'hôpital. Donc il a fallu que j'aille jusqu'à son cabinet avec ma voiture pour avoir le résultat. Puis bon, il m'a dit « Votre fille est sourde, il faut l'appareiller. Au revoir, madame. » C'est tout. Rien de plus? Rien. Je me suis débrouillée. Et toi, Fanny, tu m'as dit qu'on t'avait proposé de le faire dans les 3 semaines qui ont suivi l'accouchement. Tu peux me raconter comment ça s'est passé? En fait, une personne est entrée dans la chambre et elle s'est mise à parler. Comme je voyais que l'autre maman ne réagissait pas, j'ai fait attention et j'ai lu sur ses lèvres. « Vous êtes la maman d'Awa ?»« Oui, oui, c'est moi, bonjour. » Elle a fait une petite grimace. Bon. Et elle m'a demandé de déposer mon bébé sur la table à langer. Et là, elle s'est mise à parler très vite. Je lui ai dit « Je n'ai pas compris. » « Oui, déshabillez-la, enlevez tout. » Donc, j'ai déshabillé ma fille. Alors, elle se tourne vers moi et me demande si je suis sourde. Je réponds oui. « Cette famille ? Non, je suis seulement la 2e génération. »« Oh là là, il faudra la faire dépister rapidement. » J'ai dit « Oh, on a le temps, c'est un bébé, on le fera plus tard. » Et là, je lui pose une question au sujet d'un angiome qu'elle a sur la fesse. Mais elle revient sur son oreille et elle reste focalisée là-dessus. Alors que moi, je voulais qu'elle me parle de sa fesse. Elle me sculpte et me dit « Tout va bien, mais n'oubliez pas l'oreille, hein. » Elle restait centrée sur son audition. Elle était vraiment obstinée. Elle voulait que j'aille à Trousseau dans les 3 semaines à venir. Je lui ai dit que non, que j'irais voir mon ORL. Elle m'a répondu « Non, à Trousseau, ils sont spécialisés. » C'est important. Et là, elle me demande « Et votre mari ? Il est entendant. » Ah, eh bien, elle a une chance d'être entendante alors. Le fait que ce soit un garçon ou une fille, comment il s'appelle, ils n'en ont rien à faire. Ce qui prime, c'est son oreille, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Voilà, on va se mettre là-bas. En ce qui concerne le dépistage, avez-vous le sentiment que la maternité soit le meilleur endroit pour le faire? Et pourquoi là? Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a besoin d'un dépistage de la surdité, mais il faut que ce dépistage puisse concerner tous les bébés. Et il y a eu de nombreux différents protocoles pour essayer de trouver le meilleur moment pour tester les bébés et surtout ne pas perdre de vue des bébés. Et en fait, il semble que dès qu'on est à 2 mois, 3 mois, on a énormément de perdus de vue, de l'ordre de 50%, toujours dans les milieux les plus défavorisés, qui sont difficiles à retrouver. Et on sait que le dépistage de la surdité, c'est aussi repérer le tiers de surdité où il y a des problèmes médicaux associés
Et la surdité fait révéler ces problèmes médicaux, qu'ils soient cardiaques, que ce soit des anomalies de l'oreille interne qui nécessitent des vaccinations particulières. Il y a des vraies choses à prendre en cause. Il y a des troubles de l'équilibre à peu près 1 fois sur 3. Le bébé aura besoin de psychomotricité, on aura besoin de l'aider pour la marche, pour acquérir tout ça. C'est très important de le savoir. Plusieurs témoignages de parents d'enfants sourds rapportent le traumatisme causé par cette obligation de dépistage. Alors que la loi stipule que le dépistage est facultatif, qu'on a le droit de le refuser. Pourtant, dans beaucoup d'hôpitaux, on met la pression sur les parents, on les culpabilise. Vous en pensez quoi ? Ça n'est pas normal qu'on ait imposé ce test à des familles. Je crois que les personnels de maternité ne se rendent pas compte que les familles sourdes, elles connaissent la surdité et elles ne craignent pas, certaines veulent savoir, mais d'autres pas forcément tout de suite, et qu'elles n'ont pas la même angoisse que peuvent avoir des parents entendants. Je crois que les gens ne le savent pas forcément. D'autres parents, qui eux ont fait le dépistage, témoignent du choc, du trouble et de l'abandon qu'ils ont vécu. Après l'annonce de la suspicion de surdité, pendant des mois, ils ne savaient pas vers qui se tourner. C'était une période d'autant plus angoissante qu'ils n'étaient pas accompagnés. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est des situations qu'on ne devrait pas rencontrer et qu'on ne rencontrera pas si on organise bien ce dépistage. C'est le but du fameux cahier des charges. La loi est passée en avril, le cahier des charges n'est pas sorti, le dépistage n'est pas organisé. Les gens essayent d'en faire, mais ça n'est pas tout à fait suivi d'une bonne organisation. Il est très important qu'on fasse ce cahier des charges à l'échelon national. Votre association, la Société française des ORL, a alerté le ministère sur les dysfonctionnements du dépistage. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez lancé cet appel ? Les pédiatres de maternité ont bien vu que le dépistage néonatal est obligatoire. Ce cahier des charges met du temps à s'organiser, les réunions sont espacées. Et du coup, beaucoup de maternités ne le font pas. Très concrètement, chez nous, notre infirmière, elle reçoit plein d'appels de maternités où il n'y a pas de dépistage, disant « on m'a conseillé de vous appeler pour faire du dépistage ». Elle est obligée de ne prendre que les bébés chez qui on a un facteur de risque, mais elle ne va pas faire du dépistage. Donc les centres commencent à être complètement débordés de ces demandes, donc il faut rapidement organiser ce cahier des charges, que ça s'organise dans les maternités. Bonjour. Donc, on vient pour le test auditif de bébé. C'est l'appareil qui me dit si les sons passent bien. Si... Oh oh. Oh bah non. Hein. Allez, tu m'enlèves pas mes fils. Hein. Alors, on va caler l'appareil quelque part et on va se calmer. Oh non, hein, t'exagères. Allez, regarde, maman. Si vous voulez lui faire fêter un petit peu votre doigt. Oh non, exagère là. Ça peut aller très vite comme ça peut être un peu long. Hein. Donc ça c'est... Bon, c'est vrai que ça va moins bien quand les bébés sont réveillés. L'oreille droite est presque terminée. J'aurais bien aimé au moins valider celle-là. On aurait fait la deuxième demain. Hier, j'ai rencontré un médecin et elle estimait que le dépistage devait se faire à 2 jours pour éviter que les familles disparaissent dans la nature. J'ai entendu ces arguments éternellement renouvelés, mais ce n'est pas parce qu'il y a une faillite du dépistage par la protection médicale maternelle et infantile qu'il faut se précipiter sur le premier jour de la naissance. Et de penser qu'on va rater une surdité par négligence des pédiatres ne me paraît pas un argument suffisant pour introduire cette intrusion, d'autant plus que le nombre de faux positifs à la naissance est très important parce que à la naissance, il y a un peu de mucus dans l'oreille et donc inquiéter des parents et les rassurer seulement 1 mois après me paraît être
quelque part, sinon une malfaisance, il ne faut pas exagérer, mais une sorte d'excès de dépistage. Actuellement, lors de l'annonce du résultat du dépistage, il y a souvent des maladresses. Il manque un cadre, il manque un suivi et un accompagnement des parents. Donc, les professionnels réclament un cahier des charges depuis l'arrêté d'avril dernier. La mise en place d'un cahier des charges exhaustif pour mieux cadrer ce dépistage. Est-ce que ce serait la solution pour éviter la voie du tout médical? Ou est-ce que, en fait, ce ne serait pas un leurre? À mon avis, ce serait illusoire. Parce que depuis 20 ans que l'on fait les dépistages en France, à la naissance, on avait toujours dit qu'il y aurait une information auprès des parents. L'information, elle est quasiment nulle. L'infirmière arrive, prend une goutte de sang, et les parents ne savent jamais pourquoi on fait ce prélèvement. Si on est dans le réel de ces 2 jours d'hospitalisation pour la naissance, où chaque seconde compte pour que la mère sorte le plus vite possible, il n'y aura jamais d'encadrement. Donc on transforme ce geste en un geste automatique. Et ce geste automatique peut être une blessure qui, quelquefois, est extrêmement difficile à refermer. J'ai quand même le sentiment que le problème vient du fait que les médecins, les pédiatres, les ORL, le milieu médical en général, se représentent la surdité comme quelque chose de terrible. Au fond, mais ce n'est pas simplement le problème des sourds. Je m'intéresse beaucoup aux questions de dépistage. Et quelquefois, le dépistage apparaît comme une prévention. Le dépistage n'a rien à voir avec la prévention. La prévention de la surdité, ça commence par l'attention portée aux sourds et l'aide que l'on peut leur apporter par la langue des signes. Bonjour, je viens assister à la réunion sur le dépistage. Oui, bien sûr, bienvenue. Pour nous, ce qui est primordial, c'est l'accompagnement des parents. Ce qui nous est proposé ne fait référence qu'au médical. Et objectivement, nous savons que ce qui se cache derrière, c'est une proposition d'implant. Pour nous, il est très clair que le dépistage prépare un implant. Ce qui est dit dans cette réunion, c'est qu'ils sont déjà allés à la rencontre des députés pour leur faire des propositions de mise en place autour du dépistage. L'accompagnement des familles, l'annonce, la Fédération nationale des sourds de France a fait toutes ces propositions. Et cependant, la loi votée n'aborde que le dépistage. On se pose seulement maintenant la question de l'accompagnement. On commence à y réfléchir, alors que la Fédération avait déjà fait des propositions concrètes et globales. Les gens pensent que nous sommes contre le dépistage précoce, mais pas du tout. Nous voulons ce dépistage, mais pas en l'état. Pas celui qu'on nous propose aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est un dépistage plus tardif. Pas 2 jours après la naissance, mais plus tard. Pour donner le temps à l'enfant et à sa mère de créer un lien, qu'une relation se mette en place. À 2 jours, on risque de la compromettre. Ensuite, nous voulons que les parents soient accompagnés, parce que les premières victimes, ce ne sont pas les enfants sourds, mais leurs parents. Et notre 3e souhait, pour les parents qui voudraient apprendre la langue des signes, les cours sont souvent très chers et inabordables pour eux. Nous voudrions que l'État propose des cours de langue des signes gratuits pour ces nouveaux parents, sans obligation évidemment.